Septembre 1939. Hitler met l'Europe à feu et à sang. En quelques semaines, il déclenche le conflit le plus meurtrier et le plus massif de l'histoire. Pendant 6 ans, cette guerre se déroule sur tous les continents, dans les airs, sur les mers et même sous les océans. Elle mobilise des millions d'hommes, parmi eux des soldats de l'Empire colonial français, des Français d'Afrique du Nord, des goumiers marocains, des tirailleurs sénégalais, malgaches, tunisiens. Comme en 14-18, ces hommes ont été de tous les combats pour la reconquête de leur lointaine mère-patrie. Avant de rejoindre l'Europe, ils vont mener de nombreuses batailles sur le continent africain. Puis, ils participeront à la libération de la France de l'occupant nazi. Pourtant, beaucoup d'entre eux ne verront pas Paris et ne traverseront pas le Rhin. Aujourd'hui, les historiens apportent un éclairage nouveau sur ces combattants trop longtemps oubliés. La France libre a été africaine au départ, de par sa composition militaire. Au nom des intérêts de la nation, certains ont été écartés des champs de bataille. Il est envisagé de retirer ces troupes pour les remplacer par d'autres soldats venant de la résistance. Leur combat en première ligne, parfois à des milliers de kilomètres de leur terre natale, nous invite 70 ans plus tard à réfléchir au sens des mots engagement et sacrifice. Le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad compte plus de 6 000 hommes. Tout d'un coup, en août 1940, ce sont ces 6 000 hommes qui rallient de Gaulle. « 30 janvier 1933. Hitler devient le chancelier de l'Allemagne. Son objectif, construire un Reich qui va durer 1000 ans. Pour créer cet espace vital, le Führer planifie méthodiquement la conquête de tous les territoires situés à l'est de l'Allemagne. Écraser la France, l'ennemi héréditaire, fait aussi partie de ses plans. En 1938, ses troupes sont prêtes à attaquer. Face au conflit qui semble imminent, la France se prépare. Et comme en 1914, le pays compte sur son empire colonial. Pour le gouvernement, les soldats des colonies, les indigènes comme on les appelait à l'époque, sont indispensables au futur effort de guerre. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin. Elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, l'empire colonial français s'étend sur les 5 continents. D'après Mandel, 2 millions de soldats et 500 000 travailleurs pourraient y être levés. À la veille de la Deuxième Guerre, l'empire colonial français s'étend sur les 5 continents. En Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Comme en 1914, c'est une réserve précieuse de main-d'œuvre, de soldats et de matières premières pour la métropole. L'Empire, c'est cette planisphère, c'est certes l'Afrique, mais c'est aussi les possessions de l'Indochine, et puis c'est aussi toutes les îles, quelquefois c'est quelques kilomètres carrés, quelque part dans des océans, mais ce sont aussi des routes maritimes, car n'oublions pas qu'à cette époque-là, ce n'est pas l'avion, c'est le bateau. Et le bateau, il faut des bases pour le charbon, il faut des relais radio. D'où l'importance de cette myriade d'îles et d'atolls. Qui est aussi évidemment l'argument qui est mis en avant, en particulier par la propagande, c'est la plus grande France, c'est l'empire, 100 millions d'habitants et 100 millions de kilomètres carrés.
pour faire pièce à la baisse démographique. Il ne faut pas oublier que la France, en plus, a subi de plein fouet la Grande Guerre. Donc on a absolument besoin de s'appuyer sur un empire, de s'appuyer sur non seulement le potentiel économique de l'empire, mais aussi sur le potentiel humain. En réalité, c'est quand même encore en Afrique qu'on pense qu'on peut trouver un réservoir d'hommes, en fait. Il y a eu une petite évolution dans l'entre-deux-guerres. Et en fait, il y a un événement qui est assez important, c'est la guerre du Rif, la dernière guerre de conquête coloniale, au fond, de la France, où on va utiliser, en fait, les tribus berbères pour combattre d'autres tribus. Et on va s'apercevoir, en fait, que les goumiers marocains, comme on les appelle, eh bien, sont de très, très bons combattants. En gagnant la guerre du Rif, le gouvernement étend encore son influence en Afrique du Nord. En métropole, les exploits des goumiers marocains sont relayés par la presse. La France cherche de nouveaux héros à glorifier. Après les ravages de 14-18, l'armée manque d'hommes. Alors peu importe qu'ils soient animistes ou musulmans, qu'ils soient marocains, sénégalais, malgaches ou gabonais. Désormais, chaque combattant compte. Les troupes des colonies sont aussi mieux entraînées. Des écoles ont été créées pour former des officiers indigènes. À Fréjus, en métropole, mais aussi au Maroc. Les mérites de ces soldats de la France impériale, la Grande France, sont régulièrement vantés dans des cérémonies officielles. Tout ça va tout de même être célébré, je dirais, dans une sorte de communion coloniale au moment de l'exposition coloniale de 1931, où d'abord il va y avoir dans le bois de Vincennes un pavillon de l'armée coloniale, énorme, un énorme pavillon, et pratiquement les guides, les figurants, ceux qui guideront les visiteurs pendant toute l'exposition seront des tirailleurs africains, sénégalais, des tirailleurs marocains, des goumiers, des spahis, enfin là on va voir toutes les troupes de l'Empire fusionner dans ce grand moment de la propagande coloniale. Au milieu des années 1930, face à la menace d'une nouvelle guerre avec les Allemands, le gouvernement français a méthodiquement géré l'incorporation des soldats des colonies. « 1er septembre 1939. Les troupes d'Hitler envahissent la Pologne. Le lendemain, la France entre officiellement en guerre contre l'Allemagne. Toutes les divisions partent vers l'Est et le Nord, dans les Ardennes, en Lorraine et en Alsace. Les hommes se retranchent derrière l'imposante ligne Maginot. L'état-major est convaincu que cette gigantesque forteresse de béton va contenir l'assaut des forces allemandes. Mais sur le front, tout reste calme, désespérément calme. Au bout de quelques mois, les hommes traînent leur ennui. Ils s'habituent comme ils le peuvent à cette drôle de guerre. Parmi eux, 78 000 combattants originaires des colonies, majoritairement des soldats d'Afrique, des hommes motivés pour se battre contre les nazis. Car contrairement à la Première Guerre mondiale, la dimension idéologique du conflit a été clairement mise en avant par la France, sur le même ton paternaliste et protecteur. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinction religieuse qu'ethnique. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale. Ils estiment que la victoire germanique les exposerait aux plus graves périls qu'ils avaient encourus depuis l'abolition de l'esclavage. Les différentes unités qui composent l'armée d'Afrique et l'armée coloniale ont une conscience politique plus élevée en 1940. D'abord parce que le commandement a développé toute une littérature, des journaux, destinés, par exemple, imprimés en arabe ou en indo-chinois, enfin en vietnamien, etc., ou en caractères locaux, ou pour les tirailleurs africains, sénégalais, avec des petites images, dans lesquelles on expliquait Hitler, il n'y a pas bon, et pourquoi Hitler, il n'y a pas bon, et pourquoi la France, ça y a bon, etc., etc. Donc on explique en particulier aux Africains qu'Hitler est raciste, et évidemment on les encourage à défendre la mère patrie, qui est la patrie de la civilisation, de la liberté et des droits de l'homme. Au début de l'année 1940, de l'autre côté de la Méditerranée, d'autres troupes coloniales sont prêtes à embarquer.
Mais à cause de la défaite, ces renforts ne rejoindront pas la métropole. Les troupes d'Hitler entament la campagne de France. La Blitzkrieg, la guerre éclair qu'elle mène, est meurtrière pour les soldats français. Certaines unités de soldats des colonies sont en première ligne. Dans la Meuse, 400 soldats malgaches subissent de plein fouet l'attaque allemande sans jamais reculer. Dans les Ardennes, les troupes africaines paient très cher leur résistance. Quelques unités de la Wehrmacht mènent une véritable politique de terreur à leur encontre. À Ehren, une petite ville de la Somme, ils exécutent des tirailleurs africains. Charles Nchoréré, un combattant de la Première Guerre originaire du Gabon, est parmi eux. Entré à l'école d'officier de Fréjus en 1922, il en est ressorti major de promotion avant d'être promu au grade de capitaine. Fait prisonnier, il est abattu à bout portant pour avoir osé revendiquer le droit d'être traité comme un officier. Sa mort deviendra un symbole de l'engagement et du sacrifice des troupes africaines au service de la France. Sur le front des Alpes, à quelques kilomètres de Lyon, l'horreur culmine. Dans le village de Chasselet, des dizaines d'Africains sont massacrés par les troupes d'Hitler, puis écrasés par des chars. Ce qui va conduire les Allemands à se livrer à des massacres sur les prisonniers sénégalais en 1940 repose tout de même sur une longue histoire. Oui, c'est-à-dire que c'est un héritage, voire même une réactivation de ce qu'on a appelé le scandale de la honte noire. Alors ce scandale de la honte noire, il trouve même ses origines en 14-18, c'est-à-dire au moment où les Allemands dénoncent au fond cette idée que les Français mèneraient une guerre indigne en utilisant leurs troupes coloniales. Et on va le retrouver ensuite au moment de l'occupation de la Rhénanie par l'armée française, où là aussi on va utiliser des soldats d'Afrique subsaharienne, non pas tant prioritairement par souci d'humilier l'Allemagne, même si on ne va pas exclure que cet enjeu existe, mais surtout parce qu'on veut démobiliser les métropolitains. Et donc à ce moment-là, on va dénoncer le fait que ces soldats d'Afrique subsaharienne aient violé massivement les femmes allemandes. Et on retrouve dans la propagande nazie exactement cette idée de honte noire, mais réactivée avec cette dimension profondément antisémite qui caractérise le nazisme, puisqu'on a effectivement un soldat d'Afrique subsaharienne dont les traits ont été évidemment caricaturés à outrance, et derrière lui également une caricature de ce que pourraient être les Juifs. Et en 1940, on le sait, vraiment, ces soldats ont été dans cette idéologie de la honte noire. En 42 jours, face aux puissantes armées du Troisième Reich, la France subit une des plus cinglantes défaites de son histoire. « 10 millions de réfugiés fuient sur des routes sans cesse pilonnées par les Stuka, des bombardiers de la Luftwaffe. « 1,5 million de soldats français ont été faits prisonniers. Pour les 28 000 tirailleurs sénégalais et malgaches captifs, les ordres d'Hitler sont clairs. Ils ne doivent pas mettre le pied sur le sol allemand. On les enferme dans des camps, des Frontstalag disséminés dans toute la zone occupée par les Allemands. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land
und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Très vite, les soldats français sont envoyés en Allemagne, dans des stalags, des camps de prisonniers, et souvent très loin dans le territoire allemand, vers l'Est. En revanche, les Allemands laissent majoritairement les troupes originaires des colonies d'Afrique ou du Maghreb en France. Et finalement, pourquoi cette différenciation du traitement des prisonniers en fonction de leur origine géographique? C'est toujours la même logique, en fait, de l'idéologie nazie et profondément raciste, avec cette idée que, justement, ces soldats d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb ne peuvent pas être en contact avec les populations allemandes. Il est clair que Hitler le répète fréquemment, il ne veut pas de ce qu'il considère comme des sous-hommes sur le territoire allemand. Au début de l'été 1940, à Paris, les nouveaux maîtres allemands affichent crânement leur victoire. Au même moment, un homme refuse la défaite. Depuis Londres, le 18 juin, le général Charles de Gaulle lance un appel à la radio. Beaucoup de Français n'acceptent Il demande aux Français de continuer la lutte et de le rejoindre dans la France libre. La France qui refuse la capitulation et la domination nazie. l'honneur. Il invite aussi les forces de l'Empire colonial à s'unir à son combat. Supérieur. Oui, nous avons subi une grande défaite. Mais il nous reste un vaste empire. Il nous reste des alliés. Pour De Gaulle, la situation est claire. Comme la métropole est désormais occupée par les Allemands, il faut trouver ailleurs les ressources humaines et matérielles pour continuer la guerre contre Hitler. Cet ailleurs, ce sera l'Afrique. Le général de Gaulle, d'emblée, cite l'Empire. D'emblée, il a compris que cette guerre deviendrait mondiale, que les enjeux seraient mondiaux, et que donc l'Empire serait amené de toutes les façons à jouer un rôle déterminant, non seulement sur le plan économique, sur le plan humain, mais aussi sur le plan géostratégique et du contrôle des routes. Et à ce titre, ce qui est extrêmement important, évidemment, c'est le ralliement dès le mois d'août 1940, à peine quelques semaines après que De Gaulle ait appelé les Français à se rallier à lui, c'est le ralliement du Tchad. Alors, le Tchad est une colonie extrêmement importante, et le gouverneur du Tchad, le gouverneur général du Tchad, est un personnage tout à fait passionnant qui est Félix Éboué. Alors, Félix Éboué est un Guyanais, et Éboué rallie le premier le général de Gaulle avec le Tchad. Et le ralliement du Tchad n'est pas neutre, parce qu'évidemment, le Tchad, sur le plan des ressources, c'est pas grand-chose. Mais le Tchad possède la plus grande force armée de toute la sous-région. Le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad compte plus de 6000 hommes, dans lequel il y a des fantassins, des tirailleurs, il y a des artilleurs, il y a les services, du génie, des transmissions. C'est un régiment extrêmement important. Et tout d'un coup, en août, à la fin d'août 1940, ce sont ces 6000 hommes, plus de 6000 hommes, qui rallient De Gaulle. Et ensuite, il va y avoir une cascade de ralliements qui vont suivre. Et le Tchad est aussi intéressant dans cette position centrale parce qu'il tangente la Libye, l'Italie, il tangente les possessions anglaises, dont le Tchad est important aussi stratégiquement. Ce n'est pas qu'une étendue de sable. Tandis que le Tchad rallie De Gaulle, le maréchal Pétain, qui a obtenu les pleins pouvoirs, met en place le régime de Vichy. Deux France irréconciliables s'opposent désormais. Pendant ce temps, à Londres, un homme se présente au chef de la France libre. Il est capitaine et s'appelle Philippe de Hautecloque. Comme nom de guerre, il a choisi le pseudonyme de Leclerc. À l'issue de cette rencontre, Leclerc se voit confier une mission, obtenir le ralliement des principales colonies françaises d'Afrique noire. Il est crucial pour De Gaulle d'avoir vite un territoire et des frontières afin d'être reconnu comme une véritable force politique et militaire. En septembre 1940, le chef de la France libre embarque pour le Sénégal, un territoire aux ordres de Vichy. Il espère faire basculer Dakar dans son camp. Pour s'imposer, il dispose de 3 navires de guerre de la marine française.
et de quelques navires de la Royal Navy. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Pierre Boisson, le gouverneur de l'Afrique occidentale française, refuse de rejoindre la France libre. Il choisit de rester fidèle à Pétain et ordonne à ses troupes de faire feu sur la flotte. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des Français tirent sur d'autres Français. Pour De Gaulle, l'échec est cuisant. Un mois plus tard, le chef de la France libre est accueilli triomphalement à Brazzaville, la capitale du Congo, qui lui est favorable. Ironie de l'histoire, le même jour à Montoire, un petit village du Loir-et-Cher, le maréchal Pétain serre la main d'Adolf Hitler. La collaboration est définitivement scellée entre la France de Vichy et l'Allemagne. Le 27 octobre 1940, Brazzaville devient officiellement le siège de la France libre. C'est un choix stratégique pour De Gaulle. Désormais, il dispose au cœur de l'Afrique de vastes territoires et de soldats. En réalité, De Gaulle ne veut pas uniquement s'appuyer sur son réservoir de Français libres à Londres. Il a tout intérêt à avoir effectivement une emprise territoriale. Mais ce sont aussi, et très rapidement, des soldats d'Afrique subsaharienne qui vont suivre souvent leurs officiers européens. Voilà, c'est important tout de même, effectivement, de dire, c'est qu'en fait, on entend souvent aujourd'hui l'Afrique rallie De Gaulle. En fait, l'Afrique coloniale, derrière ses chefs, rallie De Gaulle. Hein, parce qu'il faut bien voir tout de même clair ce que c'est que la position d'un colonisé à l'époque. Il n'a pas le droit à la parole. Et on voit bien d'ailleurs, quand le Sénégal, qui reste avec le gouverneur Boisson du côté de Vichy, les tirailleurs restent du côté de Vichy. Oui, on a d'ailleurs même ce paradoxe de ces soldats colonisés, de ces Africains qui sont considérés comme des Français libres officiellement. Donc un Français libre, ce qui le caractérise, c'est le volontariat, par définition même. Or, on a aussi des cas, et on le voit, de recrutement quasiment forcé de la part des Français libres. À la fin de l'année 1940, pour augmenter les effectifs, la conscription est rétablie au Tchad, au Gabon, au Cameroun et dans l'Oubangui-Chari, des territoires de l'Afrique équatoriale française. Mais avant d'être des combattants de la France libre, les soldats recrutés restent des soldats indigènes commandés par des officiers blancs. Alors même qu'on promeut l'égalité, la camaraderie, etc., les soldats colonisés n'ont pas le même traitement au quotidien que les soldats européens. Donc, derrière le discours, encore une fois, de fraternité d'armes au sein de cette armée de résistants, de rebelles, eh bien, en fait, l'armée de la France libre est une armée coloniale comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a une discrimination entre les soldats colonisés et les soldats dits européens. Par exemple, dans l'armée au Tchad, les soldats colonisés n'ont que 2 repas par jour et non pas 3 comme les Européens. Donc le midi, ils se contentent d'une tasse de thé quand les Européens ont un vrai repas, même si évidemment le contexte est celui de pénurie considérable dans ce territoire. En même temps que des soldats, l'effort de guerre nécessite aussi de plus en plus de matières premières. Du bois, du sable, des minerais. Afin de satisfaire les exigences de leurs alliés, les autorités de la France libre exploitent les ressources de l'Afrique. Il faut par exemple de plus en plus de caoutchouc, indispensable pour fabriquer les roues des avions anglais. Janvier 1941. Malgré ces efforts, les Britanniques considèrent que De Gaulle n'est pas encore à la tête d'une puissance militaire fiable et digne de ce nom. Leur message est clair. Pour asseoir sa légitimité, le chef de la France libre doit prouver aux Anglais qu'il est à la tête d'une armée. Une force capable de remporter par elle-même des batailles contre l'Allemagne et ses alliés italiens, qui occupent une grande partie de l'Afrique. C'est Leclerc, une nouvelle fois,
qui va être l'artisan de cette reconnaissance. Pour marquer les esprits, il lui faut une victoire qui symbolisera la renaissance de l'armée française. Cette victoire, ce sera la prise de l'oasis de Koufra. Un relais aérien perdu en plein désert de Libye, qui est à l'époque une colonie italienne. À la fin du mois de février, Leclerc, à la tête d'une colonne de 400 hommes, assiège l'oasis. Après 10 jours de combat, ces hommes, en majorité des soldats africains, obtiennent la victoire. Koufra est une armée de clochards héroïques. Il y a un seul canon de 75 à Koufra qui tourne en faisant croire aux Italiens qu'il y en a plusieurs. En fait, c'est le même canon qui change sans arrêt de position pour tirer. Il y a très peu d'armement d'infanterie tel que la guerre va en voir. Il n'y a pas de pistolet mitrailleur, ça n'existe pas dans l'armée française à cette époque-là. Les tenues sont aux limites de l'usage. Et au fur et à mesure de sa remontée, la force L, qui va travailler avec les Anglais, va recevoir de l'équipement britannique. Ça, c'est intéressant de voir combien les tenues vont témoigner de l'évolution. Au début, on a des tenues de tirailleurs récupérées comme on pouvait, ou de l'armée coloniale. Et puis la force L va être une force équipée à la britannique. Et parfois à la mode allemande. Tout est bon à prendre, des pièces détachées de véhicules, aux armes et aux munitions. Mais en dépit de ces prises de guerre, les soldats restent sous-équipés. Ils ne peuvent compter que sur leur courage et leur vaillance. Après Koufra, la force L se lance dans la conquête du Fezzan, une région de Libye grande comme la France. Elle y mène des actions coup de poing contre les troupes italiennes, des raids dévastateurs. Ailleurs, dans le désert libyen, d'autres combattants indigènes mènent aussi la lutte. Dans les sables de Bir Hakeim, ils remportent une bataille qui prouve leur valeur et leur courage au feu. En été 1942, les soldats africains représentent une partie importante des troupes de la France libre. Une vingtaine de bataillons. L'objectif de leurs officiers est clair. Il faut harceler l'ennemi pour tenir jusqu'au débarquement des Américains et des Britanniques en Afrique du Nord. De ce débarquement dépend la future libération de l'Europe. 8 novembre 1942. Sous le commandement du général Eisenhower, 300 navires et plus de 100 000 soldats anglais et américains s'approchent des côtes de l'Algérie et du Maroc. C'est le début de l'opération Torche. Dans ces territoires restés fidèles au maréchal Pétain, les Alliés ne sont pas attendus en libérateurs. Soldiers and sailors, it is not known whether the French African Army will contest our landing. However, when any of the French soldiers seek to surrender, you will accept it and treat them with the respect due a brave opponent and future ally. Remember, the French are not Nazis or Japs. Quand ils débarquent, les Américains affrontent des troupes aux ordres de Vichy. Les combattants de l'armée d'Afrique, soumis à l'autorité de Pétain, ont reçu l'ordre de les repousser, à n'importe quel prix. À Oran et Casablanca, les combats sont violents. Près de 2000 morts et 2600 blessés en à peine 3 jours de combat. Le 11 novembre, 4 jours à peine après avoir débarqué, les Alliés remportent la victoire. En Afrique du Nord, l'heure est à la réunification. Les cadres chargés de piller les richesses du pays pour le compte de Vichy et du Reich sont arrêtés. Mais surtout, à partir de novembre 1942,
tous les soldats de l'Empire colonial français sont réunis au sein d'une même armée. À partir de cette date-là, en fait, l'armée française va être à nouveau unifiée entre, d'un côté, l'ancienne armée de Vichy en Afrique et les Français libres, ce qu'on a appelé la France combattante. Et du coup, ça va avoir des effets sur le recrutement et la mobilisation des soldats d'Afrique subsaharienne, puisque alors que jusque-là, c'était l'Afrique équatoriale française qui était un réservoir à combattants, eh bien, on va avoir une deuxième levée, en fait, évidemment au Maghreb. Et en fait, cette armée réunifiée, elle va être engagée une première fois en Tunisie, pendant la campagne de Tunisie, où elle s'illustre aux yeux des Alliés comme de très très bons combattants. Pendant la campagne de Tunisie, plus de 50 000 Maghrébins, un nombre équivalent de pieds noirs et quelques unités de tirailleurs africains combattent auprès de leurs alliés américains et britanniques. Leur objectif, reprendre toute l'Afrique du Nord aux Allemands. Ils vont réussir à faire plier les troupes du général Rommel, le commandant de l'Africa Corps. Début 1943, ils sont intégrés à la gigantesque armada qui va partir à la libération de l'Europe. Du 14 au 24 janvier 1943, une conférence se tient à Casablanca sous l'égide du président des États-Unis, Franklin Roosevelt, et du Premier ministre britannique, Winston Churchill. Giraud et De Gaulle y participent aussi. À l'issue des discussions, les Américains acceptent de se charger d'une tâche logistique très lourde. Ils vont nourrir et équiper la nouvelle armée française de libération. Très vite, l'Afrique du Nord devient un immense camp d'entraînement. Mais l'instruction que reçoivent les hommes n'est pas la même pour tous. Ça devient une armée totalement mécanique. D'abord, il n'y a quasiment plus de chevaux. Il faut de plus en plus de personnel, de soldats qui soient aptes à conduire des camions, des chars, à faire tirer des canons. Et on se retrouve là avec la difficulté de reconvertir des fantassins dans une armée bien plus technique. Pour les Américains qui pratiquent la ségrégation au sein de leurs propres troupes, il n'est pas question de confier ces équipements modernes à des soldats noirs. Pour les soldats de Leclerc, la situation est la même. Leclerc, promu général, prend la tête de la 2e division blindée. Mais beaucoup d'hommes présents à ses côtés depuis le début, des héros de la guerre du désert, sont écartés. Ces soldats noirs ne feront pas partie de l'aventure de la 2e division blindée qui, une fois débarquée en Normandie, ira jusqu'en Allemagne. Le premier argument qui est donné, c'est effectivement que c'est une division blindée et que ces tirailleurs ne sont pas aptes à servir dans une division blindée. En réalité, il y a un deuxième argument, c'est que cette 2e DB, eh bien, ça sera la division qui ira dans le plus important des débarquements, c'est-à-dire celui du nord de la France. Et les Américains ne veulent pas de soldats d'Afrique subsaharienne dans cette division. Alors, les Anglais surtout, parce qu'ils vont transiter par l'Angleterre. Effectivement, il y a ces deux arguments. Or, ce qu'on voit aussi, c'est que le général Leclerc, comme le général de Gaulle, ne voit aucun inconvénient à retirer de cette unité qui potentiellement va libérer Paris, donc tout un symbole, ces soldats d'Afrique subsaharienne. Parce qu'on est à un moment où on est déjà dans l'anticipation de la libération de la France. Et donc tout l'enjeu sera justement de métropoliser le recrutement, c'est-à-dire de n'avoir plus, une majorité, disons, de soldats européens, soit de métropole, soit d'Afrique du Nord. Et donc c'est toutes ces raisons-là conjuguées qui fait que la 2e division blindée est blanchie, pour utiliser un terme très connoté, évidemment, mais qui montre bien l'enjeu de ce processus. En mai 1943, la Tunisie est libérée. Les Allemands capitulent et 250 000 soldats sont faits prisonniers. Pour les Alliés et pour De Gaulle, un seul objectif compte désormais: préparer la libération de l'Europe. Blanchie, la 2e division blindée part rejoindre l'Angleterre, l'ultime étape avant la France.
Dans ses rangs, il ne reste plus qu'un seul soldat d'origine sénégalaise. Claude Madembassi, un Français petit-fils et fils de tirailleurs. Métis, il a réussi à intégrer les forces de Leclerc en tant que sous-officier, malgré le diktat de l'armée américaine interdisant les blindés au noir. À partir de septembre 1943, les soldats d'Afrique noire, d'Afrique du Nord et les Pieds Noirs sont regroupés au sein de divisions d'infanterie coloniale. La plus connue s'appelle la 9e DIC. Depuis le Maroc et l'Algérie, ces hommes sont des milliers à traverser la Méditerranée pour aller combattre aux côtés des Alliés. Certains débarquent en Corse où ils participent à la libération du premier département français. D'autres se battent aussi en Italie en appui des Américains qui ont envahi la Sicile et le sud de la péninsule. Cette campagne d'Italie, qui a été beaucoup oubliée dans l'historiographie, va être extrêmement lourde en pertes pour l'armée française. Oui, c'est surtout les soldats d'Afrique du Nord, donc goumiers marocains, tirailleurs algériens, tirailleurs tunisiens, qui forment le gros des troupes. La majorité des troupes françaises sont constituées de ces soldats colonisés et vont s'illustrer donc dans des batailles terribles, que ce soit Monte Cassino ou le Garigliano. Les pertes sont très nombreuses et surtout les conditions de combat sont extrêmement difficiles. Des milliers de soldats colonisés et leurs officiers européens y laissent la vie dans ces affrontements sanglants. Grâce à leurs sacrifices, quelques mois plus tard, la route de Rome est ouverte. Première grande revanche des Français. Nous entrons dans Rome le 4 juin, jour anniversaire de l'entrée en guerre de l'Italie contre la France. Personne ne semble se souvenir du coup de poignard de 1940. Où sont donc les fascistes d'antan? « 17 juin 1944. Tandis qu'en Italie, la percée se poursuit vers Sienne, des combattants sous les ordres du général Delattre de Tassigny se lancent dans la conquête de l'île d'Elbe. Nom de code de cette opération, Brassard. Pour le général Delattre de Tassigny, cette conquête de l'île d'Elbe, elle constitue un enjeu fondamental. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de montrer, au fond, qu'il est capable d'être le futur commandant de l'armée de la libération. La prise de l'île d'Elbe, elle est faite par les goumiers marocains, par un certain nombre de commandos et par 3 régiments de tirailleurs sénégalais. Et cette île, elle est très fermement défendue. En moins de 50 heures, après des combats acharnés, l'île est conquise. L'opération Brassard est un succès. Après la capitulation des Allemands, les Alliés reconnaissent la bravoure des soldats indigènes. Le lendemain, le général Delattre, qui vient féliciter ses hommes, sait qu'il tient dorénavant une armée. Une armée qui va pouvoir, dans quelques semaines, débarquer en Provence aux côtés des Alliés. « 15 août 1944. Une armada de navires alliés se dirige vers les plages du sud de la France. Une fois à terre, les unités progressent rapidement. Mais quelques jours plus tard, les opérations se compliquent. À Toulon et à Marseille, les unités de la Wehrmacht ont reçu l'ordre de combattre jusqu'à la dernière cartouche. Des goumiers marocains et des tirailleurs sénégalais sont en première ligne. Ils nettoient les dernières poches de résistance allemande et essuient de lourdes pertes.
Le 29 août, devant une foule en liesse, les unités défilent en turban et en djellaba sur le vieux port de la cité phocéenne. Ils sont globalement très bien accueillis. On a des témoignages qui montrent des scènes de liesse, et les officiers européens se félicitent au fond que ce soit les goumiers marocains ou les tirailleurs algériens soient extrêmement bien accueillis par la population. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'en fait l'armée française, au fond, jusqu'en septembre-octobre 44, va très vite. Donc en fait, ces contacts, ils sont éphémères. Pourquoi ? Parce que les soldats restent quelques heures dans un village ou même dans une ville. Après Marseille, le général Delattre de Tassigny reçoit pour mission de remonter vers le nord en longeant le Rhône. Son armée change de nom. Elle devient officiellement la première armée française. Et petit à petit, elle change aussi de visage. Quand elle débarque en Provence à partir du 15 août 1944, la majorité des effectifs sont des soldats colonisés. Et petit à petit, sa composition en réalité va se transformer avec l'amalgame, c'est-à-dire l'intégration dans les rangs de l'armée régulière de soldats issus de l'armée des ombres et de volontaires qui, en août-septembre 1944, décident de rejoindre cette armée régulière pour libérer le reste du territoire et surtout aller jusqu'en Allemagne. Au fur et à mesure de sa progression, plusieurs dizaines de milliers d'hommes rejoignent les rangs de la première armée. Au sein de cette armée régulière sont réunis pour la première fois des combattants originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique noire et des soldats français issus de la résistance. Mais derrière cet amalgame se cache en réalité une volonté politique. Celle de réconcilier toute la France autour d'un mythe, celui d'une nation résistante, combattante et unie. Un dessein clairement exposé dans le discours prononcé par le général de Gaulle le 25 août 1944, quand Paris est libéré. Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Contrairement à l'appel du 18 juin 40, aucune référence directe cette fois à l'Empire colonial et à ses combattants de la première heure. Et pourtant, ils sont nombreux ceux qui marchent vers les Vosges où s'est repliée l'armée allemande. Là, on est dans la défense des frontières du Reich et donc les armées allemandes tiennent une ligne de front un petit peu avant la ligne des Vosges et tout l'hiver 44-45, les combats vont être extrêmement difficiles. On rentre au fond dans une logique de guerre d'opposition. Avec une météo et un automne très froid qui va arriver très vite, dès le mois de septembre, sur les Vosges, raidissement de l'armée allemande et inadaptation des équipements de l'armée française, mais surtout aussi manque total de munitions et de carburant. Car on est allé bien plus vite dans la vallée du Rhône et la logistique n'a absolument pas suivi. On s'arrête parce qu'il n'y a plus moyen de faire la guerre aussi. Pour lutter contre les rigueurs du climat, les hommes sont mal équipés. Ils pataugent dans la neige et la boue. Ils souffrent aussi de la faim, car les convois de ravitaillement sont rares et l'approvisionnement, quand il arrive, est insuffisant. À cause du mauvais temps qui persiste, les avions alliés ne peuvent intervenir. Les combats sont durs, meurtriers. À cause du froid, bien sûr, mais aussi du relief. Pour prendre les positions allemandes, il faut grimper sans cesse sur des pentes abruptes. Dans ces conditions extrêmes, les soldats d'Afrique du Nord et d'Afrique noire se battent avec vaillance. Mais au mois d'octobre 1944, l'état-major prend une décision. Toutes les unités africaines présentes sur le front doivent être blanchies. Cet ordre concerne 10 à 15 000 soldats noirs.
qu'il est envisagé de retirer ces troupes pour les remplacer par d'autres soldats. Soldats venant majoritairement des forces françaises de l'intérieur et des maquis et de la résistance, pour faire simple. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi l'a-t-on fait? On se dit, bon, on l'a fait parce qu'on l'avait prévu, mais si on l'avait prévu, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et dire que c'est simplement parce que les tirailleurs vont avoir froid est sûrement une raison un peu courte. Le blanchiment de 44, c'est pas un simple hivernage. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas le retour des hommes à la belle saison, à la différence de la Grande Guerre. Donc, il y a cette raison politique qui, à mon sens, est fondamentale, qui est la question de l'amalgame, c'est-à-dire l'intégration dans l'armée française de ces soldats volontaires ou issus des anciennes forces françaises de l'intérieur. Alors ça, c'est un enjeu politique fondamental parce que tout le discours gaullien, c'est l'unité. Voilà. La France a été suffisamment divisée depuis la défaite de 1940 et donc on a besoin d'une armée où il y a effectivement des métropolitains. On ne peut pas avoir une armée qui libère la France qui est exclusivement composée d'Européens d'Afrique du Nord ou de soldats colonisés. On a besoin de ces métropolitains, ne serait-ce que symboliquement. Moi, je voudrais revenir sur autre chose qui est quand même extrêmement important en termes d'image. Ce sont ces photos absolument terribles. On voit ces colonnes de tirailleurs qui sont debout, qui se déshabillent, on est dans le froid, hein, dans une cour de ferme, et vraiment, on échange un pantalon américain, enfin un pantalon de combat en laine, en beau drap épais, etc., avec un résistant contre un pantalon de paysan rapiécé, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est assez fort et qui va beaucoup frapper les tirailleurs. On voit bien là les contradictions entre l'enjeu politique et militaire, parce que d'un point de vue militaire, ça peut sembler complètement absurde de au fond, se séparer de soldats aguerris, très bons combattants, dont on a montré qu'ils étaient parfaitement loyaux vis-à-vis de leur chef, par des FFI ou des volontaires dont la majorité n'a pas fait son service militaire, est mal entraînée, etc. On voit bien que là, l'enjeu politique est plus important, au fond, que l'enjeu militaire, ce qui est assez intéressant. De l'épisode du blanchiment dans les Vosges ne reste aujourd'hui que de rares photographies et des films tournés par l'armée qui racontent comment elle aurait pris soin du rapatriement de ces tirailleurs retirés du front. À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ces soldats d'élite aux campagnes décisives. Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar. Mais tous ne sont pas rentrés en avion. Loin de là. En fait, ces soldats ne sont pas rapatriés en Afrique. Pourquoi? Parce que, en fait, les Français n'ont pas de bateau. Et donc, on va les stocker, si je puis m'exprimer ainsi, dans les anciens, d'ailleurs, camps d'hivernage de 14-18, à Fréjus et à Saint-Raphaël, où ces hommes vont attendre pendant des mois dans des conditions sanitaires absolument déplorables et qui, d'ailleurs, choquent les Américains. En novembre 1944, la situation est la même partout. En métropole et dans les colonies. Les bateaux et les moyens manquent cruellement pour rapatrier les soldats des colonies. Au Sénégal, à Tiaroy, d'anciens prisonniers des Frontstalag, rentrés quelques semaines plus tôt, attendent leur démobilisation. Mais l'armée tarde à leur verser leurs arriérés de soldes et leurs primes. La colère gronde. La France de cette époque-là est encore totalement dans les séquelles de l'épuration. On a d'autres chats à fouetter, hélas. Et donc, en fait, ces tirailleurs sont un peu livrés eux-mêmes avec des cadres qui les connaissent mal. Et je crois que c'est à l'origine, entre autres, du drame qui va se dérouler à Tiaroy. Tiaroy, qui à l'époque est une bourgade à l'arrière de Dakar, un camp de transit extrêmement important. Et là, à Tiaroy, il va se passer une série d'événements extrêmement graves. Oui, on est à la fin de la guerre où la situation est tendue et effectivement une contestation dans ce camp à Tiaroy entraîne une répression féroce de la part de l'armée française qui fait plusieurs dizaines de morts. On ne sait pas encore, hein. On n'a pas nécessairement les moyens de trancher sur le nombre de morts, mais à la limite, ce qui compte, hein, c'est effectivement la violence de la répression qui a lieu donc au 1er décembre 1944. Pendant des années, le drame de Tiaroy a été passé sous silence, comme s'il n'avait jamais existé.
Pourtant, c'est une évidence. Il montre qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle réalité voit le jour. Les fidèles et braves soldats des colonies de 1940 ne sont plus les mêmes. Ce tirailleur en 1945, qui souvent a derrière lui 5 ans de guerre, 5 ans de combat ou 5 ans de captivité, qui a été immergé au sein des populations françaises dans le cas des prisonniers, eh bien, c'est plus le tirailleur qui était parti avec un short, une chemisette en 1939 ou qui avait rallié De Gaulle avec Leclerc. Ce sont des tirailleurs qui ont, je crois, cette fois-ci une conscience du monde beaucoup plus importante, une conscience politique, mais aussi une conscience idéologique et économique. Eh bien, ces tirailleurs vont se révéler autres que les soldats extrêmement obéissants et vont avoir d'autres aspirations que celles qu'on leur promettait. Les soldats des colonies ont activement participé à la libération de la France. Ils ont payé un lourd tribut à ces combats. Mais ils se sentent rejetés. Le 8 mai 1945, le jour de la reddition de l'Allemagne nazie, est célébré dans le monde entier. À Sétif, en Algérie, la cérémonie prend une tournure bien plus sombre. Dans le cortège, à côté du drapeau français, se dressent des étendards verts et blancs et des banderoles pour l'Algérie indépendante. S'ensuivent des affrontements violents et une répression sanglante qui fera plusieurs milliers de morts. Désormais, les indigènes n'acceptent plus la relation coloniale paternaliste et autoritaire imposée par la France depuis des décennies. Pour la France, c'est le début de la décolonisation. Celle-ci se fera parfois dans la violence. En Indochine et en Algérie, l'armée française fera intervenir des soldats des colonies contre les mouvements pour l'indépendance. Des soldats des colonies contre des colonisés.